On va commencer avec la première présentation. On reçoit Émilie Gagnon-Saint-Pierre. Sa présentation est intitulée « Pourquoi être rationnel lorsqu'on peut être heureux ». Pour la présenter, Émilie est cofondatrice de Raccourci et passionnée de biais cognitifs. Elle est doctorante en psychologie cognitive et sa thèse porte sur le rôle du raisonnement logique dans les relations intergroupes. Alors, la scène est à toi. Merci. Le pointeur. Okay. Alors, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez juste assez? OK. Donc, je suis vraiment contente d'être ici ce soir en présentiel parce qu'on avait un événement avec Bistro Brain l'année dernière sur Zoom. C'était vraiment le fun, mais là, c'est encore plus le fun parce qu'on est tous ici. Donc, pour commencer, je vais vous parler du biais de complaisance. Et je vais commencer, comme toute bonne présentation sur les biais cognitifs, par une citation de Trump. Alors, concernant les élections au Sénat aux États-Unis il y a quelques mois, il a dit, par rapport à la possible élection d'un Sénat républicain, que s'il gagnait, alors ça devrait être entièrement grâce à lui, et que s'il perdait, bien, c'était pas du tout de sa faute. Alors, c'est possible qu'il faisait une blague à ce moment-là, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais dans tous les cas, ça reste un exemple vraiment pertinent pour la présentation de ce soir. Alors, avant de vous parler un peu plus du phénomène qui est un de mes biais préférés, le biais de complaisance, je vais juste faire un petit retour sur le concept d'heuristique en général. Je sais pas si je peux juste le monter un peu ou le prendre. Ah. Alors, on va commencer avec un petit exemple ici. Donc, dans la vie, on doit prendre toutes sortes de décisions. Alors ici, si je vous demande de choisir une table pour faire un entretien d'embauche avec un candidat potentiel. Alors, vous pourriez vous dire que la table rouge est plus appropriée parce que dans l'autre option, on est comme soit trop loin ou trop proche, puis c'est un peu malaisant. Ou vous pourriez vous dire que dans un contexte COVID, la table bleue est plus appropriée en termes de distance. Donc, je ne vous vois pas très bien, mais la main levée, qui choisit la table bleue? Vite, vite. Qui choisit la table rouge? Wow, OK. Eh bien, je vous ai berné. Parce qu'en réalité, les deux parallélogrammes sont identiques. Et là, on va avoir une animation majestueuse. On dirait que ça rapetisse, hein? Mais non, pas du tout. J'ai vraiment, je vous jure, juste tourné la surface de la table. Alors ici, ce qui se passe, c'est que sans qu'on le décide, notre cerveau a tout de suite utilisé un processus de traitement des objets 3D qui est tout à fait fonctionnel dans toutes sortes de contextes, mais qui n'était pas approprié pour mon exemple et qui mène à une illusion. Donc ici, on parle d'une heuristique parce que c'est vraiment comme une solution clé en main. C'est une règle d'art qu'on utilise et qui fonctionne dans toutes sortes de contextes. On est vraiment chanceux d'avoir ça, ça nous rend super efficaces. On est avare, et ça nous permet de trier toutes sortes de choses, de prendre plein de décisions sans avoir à utiliser beaucoup d'énergie. Souvent, ça se fait même de façon inconsciente. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas décidé d'utiliser un processus 3D, là, ça s'est fait tout seul. Et peut-être que, comme moi, vous continuez à voir les tables comme étant différentes, même après ma super démonstration. Mais dans certains cas, comme pour l'instant, ça nous mène à un biais cognitif, qui est une erreur par rapport à une norme ou à une réalité. Et ces erreurs-là, elles ne sont pas complètement aléatoires, elles sont prévisibles et elles sont identifiables, répertoriables et systématiques. Donc, le biais de complaisance, on sait à peu près dans quel contexte ça survient plus. On sait un petit peu pourquoi. Donc, ce n'est pas tout à fait aléatoire, on comprend un petit peu le processus qui mène à ça et les heuristiques qui mènent à ça. Et comme la table, c'est difficile à corriger juste parce qu'on sait, on ne devient pas soudainement habile à les éviter. Alors, pour revenir à un de mes biais préférés, qui est le biais de complaisance, moi, j'ai réalisé l'existence de ce biais-là pour la première fois quand j'étais tutrice au cégep. Et je trouvais ça intéressant de connaître les raisons que les étudiants trouvaient pour expliquer leurs succès ou leurs échecs dans des examens. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ont bien étudié qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont échoué à cause qu'ils ont mal étudié ou parce que le prof était mauvais ou parce que la matière n'était pas représentative de l'examen? Ça, c'est assez commun. Et en fait, ce qui se passe avec ce biais, c'est que dans la vie, on est toujours en train d'essayer de trouver des causes puis des explications à des phénomènes. On n'est pas des observateurs passifs. Donc, supposons que votre ami est arrivé en retard ce soir, vous ne vous êtes pas seulement dit « Ah, mon ami est en retard ».
Vous vous êtes sûrement dit, mon ami est en retard parce que il est tout le temps en retard, ne fait pas attention, ou il y a eu une panne dans le métro. Vous avez essayé de penser à une explication sur le retard. Et on fait ça pour tout. Vous vous êtes fait laisser par votre partenaire amoureux. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème avec vous ou avec l'autre personne? Donc, on va essayer de trouver des explications qui sont soit plus internes ou plus externes. On le fait même pour des choses qu'on devrait savoir qui ne sont pas réellement de notre contrôle. Par exemple, si vous gagnez un prix au casino, vous allez quand même avoir l'impression d'avoir eu une stratégie qui a permis que ça arrive, même si on devrait savoir que le hasard y est pour beaucoup. Alors, ce qui va distinguer notre interprétation des succès puis des échecs, c'est qu'on va avoir des attributions plus internes par rapport à un succès. Donc, si j'ai réussi mon entretien d'embauche puis j'ai eu la job, c'est que j'ai bien performé dans l'entretien d'embauche. Versus si j'ai échoué, c'est peut-être plus relié aux personnes qui étaient là pour faire l'entretien, ou il y avait un autre candidat, ça donne qu'il y avait un autre candidat qui était vraiment bon à ce moment-là. Ce n'est pas la seule dimension qui va distinguer les types d'attributions qu'on fait. Alors, on va aussi avoir des attributions qui sont plus stables pour nos succès. Donc, ce n'est pas seulement parce que j'ai bien performé à cette entrevue-là, mais en général, je suis quelqu'un qui performe bien dans les entrevues. Et si j'ai échoué, c'est l'inverse à ce moment-là. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a tout le temps des gens qui sont meilleurs que moi dans le processus d'application, mais là, ça donne que c'est arrivé cette fois-ci. Ce que ça nous permet de faire, c'est d'avoir plus confiance en notre capacité d'avoir des postes pour les prochaines applications aussi. Donc, on se sent mieux. C'est aussi simple que ça. Même chose au niveau de la globalité de la cause qu'on va trouver. Donc, je ne suis pas seulement bonne dans les entrevues pour un poste en lien avec des accordéons, mais juste en général, dans les entrevues, je me débrouille bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce biais-là? Une des raisons principales, c'est pour préserver notre estime de soi. Donc, ça prend beaucoup d'énergie dans la vie si on est toujours à faire face à toutes les menaces qui peuvent affecter notre estime. On préfère préserver une vision positive de nous-mêmes. Et aussi, on n'a pas envie de faire face à toute la culpabilité potentielle de savoir qu'on est responsable de tous nos échecs. Et même, il y a des études qui montrent que si on a un public avec normalement là, une bonne estime de soi, donc dans la norme au niveau d'estime de soi, puis si j'avais passé toute la présentation à vous insulter, puis après j'avais mesuré votre biais de complaisance, bien, il aurait été un peu plus élevé, parce que c'est un biais qui va augmenter avec des menaces à l'estime de soi. Maintenant, je veux m'excuser parce que j'ai un titre très mensonger. Pourquoi être rationnel quand on peut être heureux? J'ai appris ça dans le laboratoire de recherche sur le raisonnement logique. Ça prend des titres sensationnalistes, sinon personne ne vient en présentation. Alors, non, je ne vous souhaite pas de renier la lucidité parce que quand on n'est pas lucide, bien, on apprend moins. Donc, on connaît tous des gens qui ne sont jamais responsables de leurs erreurs et qui continuent à commettre les mêmes erreurs parce que ce n'était pas de leur faute, alors pourquoi apprendre? Par contre, une dernière notion qui est très intéressante par rapport à la santé mentale, c'est que même si c'est un biais qui a été démontré de façon générale dans plusieurs populations, il serait moins présent chez les populations qui ont des problèmes de santé mentale comme la dépression ou l'anxiété sociale. Donc, quand on est dépressif, on se trouve poche. Pour être très simple dans mon explication, on a des cognitions qui sont plus négatives par rapport à nous-mêmes. Donc, on va avoir moins tendance à avoir un biais de complaisance à ce moment-là que quand on va bien. Aussi, au niveau développemental, les moments de notre développement où est-ce qu'on se sent moins bien, comme à l'adolescence, mais là, on va avoir tendance à avoir moins de biais de complaisance. Alors, quoi faire avec tout ça? À partir du moment où vous êtes complètement convaincu de l'existence de ce biais, on peut essayer de développer le réflexe de penser à des explications alternatives. Donc, pourquoi mon ami est en retard? Peut-être qu'il y a d'autres explications, comme le retard du métro. Je vais attendre, je vais penser à d'autres sources d'explications. Puis quand ça nous concerne, puis qu'on se sait encore plus biaisé, bien à ce moment-là, on peut demander à des gens autour de nous, à des amis peut-être pas des amis, à des gens le plus neutre possible pour essayer d'avoir une vision un petit peu moins biaisée par notre tendance à être complaisant envers nous-mêmes. Donc voilà, merci. Si vous voulez plus de détails sur ce biais-là et sur d'autres phénomènes qui sont vraiment intéressants aussi, vous pouvez aller sur notre site Internet de Raccourci. Puis il y a plusieurs entrées. En fait, toutes les présentations ce soir, ça va être par des présentateurs qui ont écrit des entrées sur des biais sur le site de Raccourci. Donc voilà.
pense qu'il y a une période de questions. Oui, merci, Émilie. Donc, j'inviterai pour 5 minutes ceux qui ont des questions à venir au micro ici pour qu'on entende tous. Salut, je me pratique, je présente tout de suite après toi. Bien joué pour ta présentation, c'était vraiment bon. Question pour toi, tu as parlé qu'il y avait une corrélation entre le biais de complaisance puis certaines conditions de santé mentale, en fait. Est-ce qu'on se sert de tests pour mesurer le biais de complaisance, pour diagnostiquer ces trucs-là, ou on le fait juste, c'est une observation qu'on fait par après, en fait? Tu veux dire pour diagnostiquer des troubles cognitifs? Oui, exactement. Ouais. Pas à ma connaissance, il y a des meilleurs outils de diagnostic plus précis pour, par exemple, la dépression puis les troubles anxieux. Mais, par exemple, dans une entrevue clinique, c'est définitivement un élément auquel on va porter attention, comment la personne justifie. La dépression, entre autres, on sait que les personnes qui ont une dépression, ils ont ce qu'on appelle une triade cognitive négative, donc ils ont des pensées négatives par rapport à eux-mêmes, au monde puis aux autres. Donc, eux, entre autres, toutes leurs explications vont être négatives envers eux-mêmes. Donc, c'est comme quand même une même source d'information, mais ce ne sera pas exactement l'outil pour le biais de complaisance. Cool, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Salut, moi, je suis vraiment un inconnu au concept de Bistrobrain. J'aimerais ça savoir comment est-ce qu'on peut prendre connaissance exactement de notre biais de complaisance. Je pense que ça nous fait une bonne santé mentale d'être en contact avec la réalité. Oui, oui, c'est un bon point. C'est une bonne question. La plupart des études vont s'attarder comme à une moyenne. Donc, on va prendre un groupe puis on va trouver qu'en général, dans le groupe, les attributions pour les succès sont plus internes que pour les échecs. Je ne pense pas qu'il y ait d'outils qui soient diagnostiques au niveau individuel, mais peut-être aller voir un psychologue, je ne sais pas, pour avoir une opinion un peu neutre de nos attributions. Des reflets, des reformulations. Exact. C'est bon, merci. Un psychologue pourrait dire comme « Ah, OK, donc c'est pas du tout de ta faute », ce genre de reflet. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? Oui, allô. Très belle présentation d'abord, j'ai beaucoup aimé ça. Merci. Je me demandais s'il y avait une différence notoire entre à propos de le biais de complaisance, entre les genres. Mettons, gars-filles. J'ai une petite hypothèse, mais je voulais savoir s'il y avait des études là-dessus. C'est quoi ton hypothèse? Évidemment que on va prendre Trump, par exemple. C'est qu'il y a beaucoup plus de confiance en soi dégagée puis apprise, on s'entend, là. Fait que je me disais que ça jouait sûrement en faveur qu'il y ait plus de biais de complaisance envers les hommes. Voilà, c'est ça. Intéressant. Dans les méta-analyses, donc des études qui font des études sur plein d'études, il n'y avait pas de réponse claire à cette question. Donc, si je me souviens bien, la moyenne était un peu plus élevée pour les hommes, effectivement. Mais je ne pense pas que la conclusion était précise à ce niveau-là. Et je pense que cette distinction-là est plus présente à l'adolescence. Donc, il me semble que les jeunes adolescentes ont plus de difficultés d'estime de soi et que ça serait une période où on voit plus de distinctions. Mais aussi, il y a comme certaines différences entre les cultures également, là, si je me souviens bien. Oups. Ah, non. OK. Si je me souviens bien, les pays asiatiques avaient un niveau plus faible de biais de complaisance que les pays, nos pays. Mais c'est pas aussi flagrant que le simple phénomène du biais de complaisance lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre-Luc? Oui, Émilie, merci pour ta présentation. C'était vraiment excellent. D'après toi, est-ce que c'est parce que tu as été bonne ou parce qu'on a trop bu d'alcool? Je vais réserver mon jugement. Mais il y a une présentation tantôt sur le biais d'angle mort, je crois. Donc, moi, je ne suis pas biaisée du tout. Oui? Salut. Quand tu présentais, j'ai une petite question qui m'est venue en tête. Je me suis demandé s'il y avait des liens avec certaines idéologies, mais dans un sens inverse, où je pense à une idéologie un petit peu plus capitaliste, où tu es responsable de tes propres malheurs et de tes propres succès, mais j'ai l'impression que ce serait comme l'inverse d'un biais de sur-responsabilisation. Y a-tu des recherches sur comme les allégeances politiques puis le biais? Très, très bonne question. Super intéressant.
je sais qu'il y a toutes sortes d'études sur les idéologies, puis les biais en général. Je ne sais pas s'il y en a eu sur le biais de complaisance. Personnellement, je suis intéressée là, par ta lignée. J'aurais tendance à aller dans cette direction-là aussi. Par contre, les études dont je parlais sur la distinction entre les cultures sont vraiment poches. On fait juste prendre le même outil puis le comparer, puis ça va pas très loin. Là. Fait qu'au niveau de l'explication sous-jacente à pourquoi il y a une différence, ça reste à développer, là, vraiment. Merci. Je pense que c'est tout. Ah non, excuse-moi. C'est bon. Bien, merci pour ta présentation, Émilie. Puis ma question, c'était, est-ce qu'il y a un lien entre le biais de complaisance puis le trouble de personnalité narcissique? Sûrement. Oui, hein? C'est un biais qui est comme plus souvent... J'imagine que ça doit être plus souvent observé. J'ai pas la réponse scientifique à ta question. J'ai pas lu d'études sur cette question-là, mais j'ai commencé un stage clinique en psychologie. Okay. C'est bon. Puis ce soir, là, j'aurais envie de dire oui. OK, c'est bon. Merci. Merci. C'est bon. Fait que je pense que je vais laisser la parole. Donc, merci encore, Émilie.